Un mélo un petit peu plus ancré dans l'histoire, une liste qui fait débat et le bureau des plaintes qui bat son plein concernant l'arbitrage, voici le programme de cette deuxième semaine de compétition en NBA. Mais avant qu'on se lance, c'est le moment pour vous de soutenir cette chaîne et de vous y abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis tant que vous y êtes, vous pouvez aussi vous abonner à mes autres réseaux comme Twitter, Insta et TikTok. Les Lakers font l'actualité depuis le début de la saison pour leurs performances parfois mitigées et parfois carrément mauvaises, mais dimanche dernier, alors qu'ils enregistraient leur toute première victoire de la saison contre les Grizzlies, ils ont pu célébrer le bel accomplissement de carrière de Carmelo Anthony, puisque l'ancienne gloire des Nuggets et des Knicks a dépassé Moses Malone au classement des meilleurs scoreurs all-time, récupérant ainsi la 9e place du classement. Il se retrouve donc aujourd'hui avec 27 464 points, et on peut se demander jusqu'où est-ce que c'est réaliste de le voir monter dans cette liste. Le prochain dans son viseur n'est autre que Shaquille O'Neal, qui a lui un total de 28 596 points. Donc j'ai fait quelques calculs, attention vous pouvez rester sur la vidéo, ça se transforme pas en cours de maths, je vous promets. Mais si on part de l'hypothèse que Carmelo score environ 13,5 points par match, même si pour le moment il en est à 16,7 grâce à ses très bonnes performances des derniers matchs, l'année dernière il était à 13,4 points, donc pour rester réaliste et garder de la marge, on va partir sur l'hypothèse de 13,5. Eh bien ça voudrait dire qu'il pourrait dépasser le Shaq dans 83 matchs. Donc à moins d'une grosse blessure bien sûr, il devrait pouvoir le dépasser la saison prochaine et je pense sincèrement que c'est un objectif qu'il a dans un coin de sa tête, en plus de gagner une bague bien évidemment. Et puis en imaginant qu'il arrive à rester sur cette moyenne de 16 points par match qu'il a en ce moment, il pourrait carrément le doubler dans 67 matchs, cette saison donc. Les marches suivantes semblent par contre plus compliquées à atteindre. Wilt est 7ème avec 31 416 points et Dirk juste au-dessus avec 31 560 points. Et là, ça fait quand même un gros gap. En restant sur l'hypothèse que Carmelo score 13,5 points par match, ce qui est réaliste cette année mais qui sera quand même beaucoup moins les saisons suivantes, il lui faudra 292 matchs pour dépasser Wilt et 303 pour dépasser Dirk. Comme vous le savez, une saison NBA fait 82 matchs. Mais bon, pour être plus réaliste, on va dire qu'il va réussir à en jouer au moins 70 par saison. Ce qui fait qu'il lui faudra 4,2 saisons pour dépasser Wilt et 4,3 pour Dirk. Donc si ça devait arriver, ça serait au cours de la saison 2025-2026, alors que Carmelo aura à ce moment-là 41 ans. Pas impossible, mais ça va quand même être très chaud. Par contre le Shaq, je pense vraiment qu'il va pouvoir le dépasser l'année prochaine. On verra bien. Bon, je pense que vous êtes déjà tous au courant étant donné que absolument tout le monde a réagi à cette liste et qu'il y a eu beaucoup de débats dans les médias et sur les réseaux sociaux. Mais pour rappel, la NBA a donc sorti une liste des 76 plus grands joueurs de l'histoire à l'occasion du 75e anniversaire de la Ligue. Il l'avait déjà fait en 1996 à l'occasion du 50e anniversaire en sélectionnant à l'époque les 50 plus grands joueurs. Alors forcément, il n'y a pas énormément de place dans ce genre de liste et il y a forcément des grands noms qui manquent et qui font polémique et des noms qui sont présents qui font tout autant polémique. La première chose à savoir est que les 50 joueurs choisis en 96 ont été conservés, la NBA ne voulant pas porter atteinte à son propre héritage en manquant de respect à ses anciennes gloires. C'est un parti pris qui est compréhensible, mais qui pour moi ne reflète pas forcément du coup une vraie liste des 75 plus grands joueurs, puisqu'on ne repart pas d'une feuille blanche et objective pour faire le tri. Il restait donc 26 places à pourvoir, et les premières ont été attribuées aux joueurs considérés comme les grands manquants de la liste des 50, à savoir Dominique Wilkins, Dennis Rodman ou encore Bob McAdoo. Ensuite, il y a eu tout un tas de mecs sur lesquels il n'y a eu aucun débat quant à leur présence. Kobe, Iverson, Nowitzki, Wade, Duncan pour ne citer que dans les retraités, et LeBron, Giannis, Curry, KD ou encore Kawhi dans les joueurs actifs. Par contre, il y a quelques autres joueurs qui ont fait un peu plus débat, notamment dans les joueurs en activité comme Westbrook et Melo, un petit peu, mais surtout Anthony Davis et Damian Lillard. Pour moi, Westbrook, il n'y a pas vraiment de débat. Malgré ses nombreux défauts et son manque de bagues, sa saison de MVP, ses plusieurs saisons en triple-double de moyenne et sa place de roi du triple-double lui offrent pour moi une place garantie dans cette liste. Melo, on peut discuter un petit peu plus, mais sa place au 9e rang des meilleurs scoreurs all-time, comme on vient de le voir, a fait le boulot pour lui je pense, et a compensé son manque de titres ou même de récompenses individuelles. A mon sens, c'est surtout pour Anthony Davis et Damian Lillard que se situe le problème, et c'est surtout sur ces deux joueurs que se sont concentrés les débats sur les réseaux sociaux. C'est des joueurs fantastiques qui peuvent avoir leur place dans ce classement si on parle simplement de talent, mais je trouve qu'à ce moment de leur carrière, aucun des deux n'a assez d'arguments au niveau de leur greatness pour y figurer. Lillard a pour seul trophée un titre de rookie de l'année et Davis a certes une bague, mais pas en première option. Après, je pense pas que ce soit non plus un scandale qu'ils y soient, mais le problème c'est que pour avoir leur place, il aurait fallu que certains joueurs des 50 Greatest soient retirés, parce que là ils prennent la place de joueurs qui pour moi méritent plus.
En tant que bon chauvin, je vais bien évidemment commencer par citer Tony Parker, bien sûr, même si je suis persuadé que le chauvinisme n'est pas le principal argument de sa candidature. Le mec est 4 fois champion, alors certes pas en première option, mais il a quand même été un rouage hyper important de cette équipe et il a carrément été élu MVP des finales en 2007, ce qui n'est pas rien. On a aussi Pau Gasol qui aurait pu prendre une place, et pour moi, un des plus gros oublis reste aussi celui de Dwight Howard, qui a quand même été 3 fois meilleur défenseur de l'année, et qui était un joueur ultra dominant qui a emmené une équipe carrément moyenne jusqu'en finale NBA. Je me rappelle pas avoir vu AD faire ça sans LeBron à ses côtés, mais bon, il y a plein d'autres mecs qui ont été cités sur les réseaux comme étant les grands oubliés, comme Klay Thompson, Kyrie Irving, Tracy McGrady, Manu Ginobili, ou encore Vince Carter. Au final, pour me mouiller un petit peu, je crois que personnellement, j'aurais retiré Lillard et AD pour faire rentrer Tony et Dwight. Et vous, dites-moi en commentaire qui vous auriez mis dans cette liste, et surtout, à la place de qui, parce que ça, c'est pas facile. Un autre sujet qui fait pas mal l'actu et dont on avait déjà parlé dans ma vidéo sur les questions à se poser avant le début de la saison, c'est le changement de règles. Je vous y disais pour rappel que certains comportements ne seraient plus sifflés, comme se jeter dans le défenseur ou envoyer ses jambes en l'air par exemple. Et ce dans l'idée de réduire le nombre d'actions un peu d'anti-jeu où les joueurs cherchent plus à obtenir une faute qu'à vraiment jouer au basket. Eh bien, une chose est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'arbitrage, et ça donne lieu en ce début de saison à des plaintes de certains joueurs, notamment des joueurs qui avaient pour habitude de récolter pas mal de ces fautes et que la ligue ciblait clairement dans les changements de règles. On a donc James Harden et Trae Young qui se sont exprimés et plaints dans les médias du traitement qui leur était particulièrement réservé, estimant que les arbitres les prenaient un peu pour exemple en ne leur sifflant vraiment pas beaucoup de fautes. En fait, il y a deux sujets différents qu'il ne faut pas confondre. Il y a les règles qui ont changé, et du coup c'est normal que les arbitres ne sifflent plus certaines fautes, et ensuite il y a les fautes normales qui elles doivent continuer à être sifflées, et c'est surtout sur celles-ci que ces deux joueurs, mais pas seulement eux, se plaignent un petit peu. On dirait effectivement que la ligue a décidé de laisser un petit peu plus jouer et de moins siffler sur beaucoup de contacts, préférant laisser un peu plus de place à la défense et à la physicalité. On peut notamment voir une tendance, même si on n'est qu'au début de la saison, au niveau d'une baisse du nombre moyen de lancers francs par match, qui est pour le moment le plus bas de l'histoire, avec seulement 19,5 lancers francs par équipe par match. Si on prend les spécialistes de la discipline, on peut voir que James Harden, qui est le joueur qui shoot le plus de lancers depuis la saison 2012-2013 et qui a même culminé en 11,8 par match en 2020, il a vu son nombre de lancers par match chuter de moitié puisqu'il n'en tire plus que 5,7 par match aujourd'hui, ce qui fait quand même une réduction très conséquente. Exactement pareil pour Trae Young qui a lui vu son nombre de lancers passer de 8,7 à 4,3. Alors que d'autres joueurs comme Giannis et Embiid ont vu leur nombre de lancers rester constant, voire même augmenter un tout petit peu. Ce qui pour moi vient du fait que ces joueurs-là ne recevaient pas vraiment leur lancers en se jetant dans leur défenseur, mais plutôt en jouant très physique dans la raquette, et du coup ils sont moins impactés par ces changements de règles. Ce qui fait que contrairement à Trae Young et Harden, ils n'ont pas vraiment besoin d'adapter leur jeu en fonction des nouvelles règles. Cette nouvelle tendance de laisser plus de place à la défense et au contact se ressent aussi au niveau des pertes de balles qui sont au niveau le plus haut de ces dernières années avec 15,1 par équipe par match, et on le ressent également au niveau de l'adresse générale des équipes sur les drives vers le panier. Vu que les arbitres autorisent beaucoup plus de contacts, on se retrouve avec une adresse qui chute de 2% par rapport à l'année dernière et qui est la plus basse des 5 dernières années. Pour ma part, je trouve que ce jeu un peu plus physique et surtout sans ces joueurs cherchant absolument des fautes est plus authentique, plus fluide et beaucoup plus intéressant à regarder. Pour l'instant, certains joueurs ont forcément plus de mal que d'autres à s'habituer à ces changements, mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on devrait avoir des ajustements de leur part au niveau de leur jeu. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'arbitrage sur ce début de saison. Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que les contacts sont un petit peu trop abusés ? Et pour finir, en bref, Miles Bridges et Stephen Curry ont été élus les meilleurs joueurs de la première semaine. Russell Westbrook a réalisé un quadruple-double. Non, je déconne, c'était un triple-double avec 10 balles perdues en plus, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est arrivé que 18 fois dans l'histoire de la NBA, dont 6 fois à Russell lui-même, qui est premier de ce triste classement devant son ancien coéquipier James Harden. Au bout de 2 semaines de compétition, il n'y a déjà plus d'équipe invaincue. Le Jazz était la dernière équipe qui tenait et s'est donc incliné contre les Bulls ce week-end. Les Blazers ont du mal dans ce début de saison, à l'image de leur star Damian Lillard qui peine pour le moment à trouver son rythme et surtout son adresse. Il score pour le moment seulement 18,3 points par match avec des pourcentages très loin de ses standards. 34,9% au shoot et 23,2% à 3 points. Mais heureusement que le très bon début de saison de CJ McCollum leur permet de limiter la casse et d'être à 50% de victoire. Les Clippers aussi ont beaucoup de mal en l'absence de Kawhi, et ils ont perdu la folie qu'ils avaient eue lors des dernières playoffs sans lui. Paul George fait pourtant un début de saison digne d'un candidat MVP, mais malheureusement il est bien trop seul et les Clippers n'ont qu'une seule victoire pour 4 défaites. Du côté de la conférence Est,
on a un haut de classement plutôt inattendu puisqu'on n'y retrouve ni les Nets ni les Bucks, mais bien les Knicks, les Bulls, les Wizards, le Heat et les Hornets. On n'en est qu'au début de saison et ça peut très vite changer, mais c'est tout de même sympa de voir que ces équipes-là ont démarré leur saison pied au plancher. Et pour finir, les Knicks ont clairement les fans les plus barjots de la ligue et qui nous ont offert une vidéo magnifique où ils pétaient complètement les plombs après la belle victoire en prolongation des Knicks contre les Celtics dont on parlait déjà la semaine dernière. Voilà donc pour cette deuxième semaine de compétition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!